JM Analysis, un autre regard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission de JM Analysis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et l'œuvre d'un écrivain qui est peut-être moins connu que ce qu'on peut imaginer. Un écrivain qui s'appelle Jules Vallès, un écrivain et journaliste français du 19e siècle. L'école, l'université a tendance à, et c'est tout à fait normal, à favoriser les grands monstres de la plume, c'est-à-dire Balzac, Flaubert, Maupassant. Mais Vallès mérite notre attention, mérite toute notre attention, lui qui a une vie tumultueuse, une vie engagée, qui trouve d'ailleurs un écho puissant dans son chef-d'œuvre qui s'intitule L'Insurgé. Jules Vallès est né le 11 juin 1832 au Puy-en-Velay en Haute-Loire. C'est le fils d'un instituteur et d'une mère particulièrement autoritaire. Et Vallès a grandi dans cet environnement familial qui était marqué essentiellement par l'autorité, l'austérité d'ailleurs du père, et la répression des sentiments qui étaient malheureusement entretenus par sa mère. Ces expériences de jeunesse ont imprégné profondément et fondamentalement son œuvre, notamment dans l'ouvrage qui s'intitule L'Enfant, ouvrage dans lequel il va dépeindre avec une grande sensibilité les souffrances de sa propre enfance. Ce qui m'a marqué personnellement en tant que lecteur de Jules Vallès, et je reviendrai là-dessus à de nombreuses reprises, c'est sa sensibilité. Si Vallès est un insurgé, c'est qu'il a une mentalité d'insurgé. Et s'il a une mentalité d'insurgé, c'est tout simplement parce qu'il a une sensibilité d'insurgé. Et ce terme d'insurgé, d'insurrection, dans la bouche de Vallès est sans doute beaucoup plus fort que ce que certains intellectuels de gauche entendent aujourd'hui par insoumis. L'insurgé de Vallès, c'est totalement autre chose. Si Vallès insurge, c'est tout d'abord parce qu'il a souffert. Et que sa jeunesse, sans doute, fut une jeunesse à la Jules Renard, à la poêle de carotte, une jeunesse sans amour. Son père, tout d'abord, qui était maître d'études, puis laborieusement est devenu professeur et agrégé de grammaire, son père a été humilié devant son propre fils, devant Jules Vallès, à de nombreuses reprises par des potaches. Et sans faire une psychanalyse, je dirais, a posteriori du personnage, on peut dire que cette mort symbolique du père s'est enracinée dans une sorte de traumatisme de jeunesse. Le père qui était l'icône de la force, bien sûr, qui va se retrouver brutalement, soudainement, très rapidement démystifié dans l'enfance de Vallès. Ce qui n'arrange pas les choses, d'ailleurs, c'est que le père de Vallès, excusez-moi de le dire, a une mentalité de petit fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il a peur, dès qu'en dira-t-on, il ne supporte pas les idées radicales de son fils, qui commencent à germer assez tôt, qui sont, vous le verrez, des idées qui flirtent avec le socialisme et l'anarchisme. J'en profite pour dire d'ailleurs que ces tendances politiques ont pratiquement aujourd'hui disparu de la France contemporaine. La France contemporaine qui hésite plutôt politiquement entre la bourgeoisie de droite et la bourgeoisie de gauche. Le 19e siècle, à cet égard, est beaucoup plus étonnant et nous réserve d'agréables surprises, car on y trouve des caractères trempés dans de l'acier qui refusent les compromissions et les conformismes. Pour ce qui concerne la mère de Jules Vallès, cette dernière n'est pas aimante du tout, et ce manque d'amour, bien sûr, vous vous en doutez, va forger ces sensibilités qui sont aptes à la souffrance, à la mortification. D'ailleurs, Vallès en est parfaitement conscient. Écoutons ce qu'il dit de lui-même dans l'ouvrage L'Enfant. « Ah, dit-il, je crois qu'on eût mieux fait de m'aimer tout haut. Il me semble qu'il me restera toujours de ma vie d'enfant des trous de mélancolie,
et des plaies sensibles dans le cœur. Ces plaies sensibles dans le cœur nous intéressent fortement, car tous les véritables révolutionnaires les ont eus. Ce qui est intéressant d'ailleurs à remarquer lorsqu'on étudie l'histoire de ces insurgés. Je pense bien sûr à Vallès, mais je pense également à Lénine. Lénine, lui également, a été marqué par les malheurs de sa jeunesse. Il a été marqué, Lénine, par la pendaison de son frère, que l'on oublie trop souvent. Et cet événement, la pendaison de son frère, a transformé Lénine en un insurgé, en un fervent marxiste et en un leader révolutionnaire, bien sûr, qui sera déterminé à renverser le régime tsariste. Vallès, lui également, n'arrête pas de rappeler qu'il a beaucoup souffert. Et il deviendra, lui aussi, comme Lénine, ce qu'on pourrait appeler un révolutionnaire existentiel. Toute sa vie, le tissu de sa vie, se confondra avec le projet de la révolution. Pour nous en convaincre, je vous propose d'écouter les 3 dédicaces aux lecteurs qui ornementent la trilogie de Vallès. Vallès, en effet, a écrit 3 romans qu'il est bon de lire, L'Enfant, Le Bachelier et L'Insurgé. Écoutons tout d'abord la dédicace aux lecteurs de l'ouvrage L'Enfant. À tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège, ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leurs maîtres, ou rossés par leurs parents. Écoutons la dédicace de l'ouvrage de Vallès qui s'intitule Le Bachelier. À ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim. Écoutons enfin la dédicace de Jules Vallès au lecteur de l'Insurgé. Aux morts de 1871, à tous ceux qui, victimes de l'injustice sociale, prirent les armes contre un monde mal fait et formèrent sous le drapeau de la Commune la grande fédération des douleurs. On voit dans ces 3 dédicaces de Vallès des constats, un enchaînement de constats désabusés. Tout d'abord, un constat désabusé sur l'école. L'école qui, pour Vallès, est un lieu de torture, dit-il, où l'on crève d'ennui et où l'érudition, qu'elle soit grecque ou latine, n'arrive pas à dissimuler l'injustice du monde. Je dois dire que l'école le lui a bien rendu, puisque l'école n'étudie pratiquement plus Jules Vallès. En tout cas, Jules Vallès aimait à dire que l'école, ça sent le vieux. Deuxième constat désabusé, c'est un constat amer sur la famille. La famille, chez Jules Vallès, et on le comprend avec sa propre famille, n'est pas du tout un lieu de paix et de sérénité, mais un lieu où l'on pleure, où l'on enterre ses proches, parce que Vallès était issu d'une fratrie très nombreuse, et sa sœur d'ailleurs fut internée. C'est ce lieu où l'on pleure, ce lieu où l'on subit d'ailleurs des châtiments physiques et moraux, puisque la mère de Jules Vallès n'hésitait pas à le frapper. Enfin, un constat amer, encore une fois et sans appel, sur une société qui est fondamentalement injuste. Comme il le dit, sur un monde qui est mal fait, dit-il.
Ce qui fait que dans cette trilogie, on peut dire que Jules Vallès va mener une véritable croisade révolutionnaire qui consiste non pas à changer le petit bout d'une lorgnette, mais à bouleverser la totalité du réel. C'est lui qui incarne la maxime révolutionnaire que la justice soit, même si le monde est destiné à disparaître. Je dirais qu'avec Jules Vallès, les choses sont étonnamment simples. Il faut tout changer ou ne rien faire. Et vous allez le voir, Vallès a choisi son camp. Très tôt, il va se rebeller contre l'autorité, contre le système éducatif, ce qui va le conduire à embrasser des idées révolutionnaires qui effraient son père, bien sûr. Mais Vallès est un être contradictoire. Il est, comme nous l'avons vu, révolutionnaire et très jeune, il va proposer des réformes, alors qu'il est extrêmement jeune. Il va proposer des réformes de l'école, ou on pourrait appeler ça des révolutions scolaires, qui vont scandaliser non seulement son père, mais la bourgeoisie de province. En effet, le jeune Vallès fait peur à tout le monde en proposant des réformes audacieuses comme la suppression du baccalauréat, imaginez donc, la suppression des examens et la liberté totale pour les enfants. Ce sont des idées qui peuvent nous paraître absurdes, mais si on cherche bien, elles ne le sont peut-être pas véritablement. Dans un même temps, tout en refusant l'école, Vallès est un très bon élève. Malgré son activisme politique, Jules Vallès obtient en 1848 le prix d'excellence. Et ce qui démontre son engagement académique, en quelque sorte, en parallèle de ses activités révolutionnaires. Mais Vallès ne vit pas cet engagement scolaire et révolutionnaire comme une contradiction. Il s'agit pour Vallès de mettre la culture au service du peuple. Il n'a que du mépris, on l'a vu, pour l'érudition, pour les combats de coq des universitaires, et tout cela nous pouvons très aisément le comprendre. Ce qu'il veut, Jules Vallès, c'est appliquer finalement le mot de Diderot qui disait « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». Et pour cela, il veut véritablement mettre la culture au service de son idéal révolutionnaire. Il veut, nous dit-il, grand siècliser sa parole, c'est-à-dire donner une forme cultivée et brillante à des idées qui sont radicales. Je me permettrai ici de distinguer d'ailleurs deux termes qui sont souvent confondus par l'affligeant journalisme politique actuel. Le terme de radical et le terme d'extrême. On a l'habitude aujourd'hui d'être taxé d'extrémiste. Vous le savez sans doute, lorsque l'on refuse le libéralisme lugubre actuel. Mais attention, l'extrémiste ne recherche pas la justice, mais la violence. Tandis que le radical, c'est celui qui n'accepte que la justice. La violence n'étant plus du tout une fin, mais à la rigueur un moyen. En ce sens, je dirais que Jules Vallès est beaucoup plus un radical qu'un extrémiste. Écoutons-le d'ailleurs définir dans son ouvrage Le Bachelier son engagement politique qui raconte la naissance en quelque sorte de son intelligence politique, ainsi que son échec d'ailleurs au baccalauréat. Effectivement, à l'époque de Jules Vallès, le baccalauréat n'était pas le reçu de supermarché qui fait office de diplôme à l'heure actuelle. Échouer au bac pour l'avoir plus tard, ce qui fut le cas de Vallès d'ailleurs, était monnaie courante. Écoutons donc Jules Vallès. J'aime ceux qui souffrent. Cela est le fond de ma nature, je le sens. Et malgré ma brutalité et ma paresse, je me souviens, je pense, et ma tête travaille. Je lis les livres de misère. Ce qui a pris possession du grand coin de mon cœur, c'est la foi politique, le feu républicain. À l'heure où la voix du peuple paraît, je vais frémissant la détacher de la ficelle où elle pend contre les vitres du marchand de vin. Je donne mon sou et je pars heureux comme si je venais d'acheter un fusil. Ce style de Proudhon jette des flammes autant que le soleil dans les vitres et il me semble que je vois à travers les lignes flamboyer une baïonnette. Pas d'enthousiasme ? Ah,
qu'on soulève un pavé et vous verrez si je ne réponds pas présent à l'appel des barricadiers, si je ne vais pas me ranger, muet et pâle, sous la bannière où il y aurait écrit « Mourir en combattant », pas d'enthousiasme. Mais je me demande parfois si je ne suis pas au contraire un religieux à rebours, si je ne suis pas un moinillon de la révolte, un petit esclave périnde à cadavère de la Révolution. Pourquoi ce frisson toujours au premier mot de rébellion? Pourquoi cette soif de bataille, et même cette soif de martyr? Je subirai le supplice et je mourrai comme un héros, je crois, au refrain de la Marseillaise, le bachelier. Ce superbe passage m'a beaucoup marqué, car pour Vallès, la politique est affaire de sensibilité, et la sensibilité elle-même est affaire de politique. C'est la raison pour laquelle Jules Vallès va adopter, on pourrait dire, un vocabulaire religieux lorsqu'il parle de politique. Car la religion, comme le dirait Pascal, c'est une affaire de cœur et de sensibilité, plus que de raison. Bien la politique également pour Jules Vallès. Alors j'aimerais parler d'un exemple qui illustre le fonctionnement chez Jules Vallès de cette sensibilité politique, car la sensibilité politique, c'est justement cette faculté qui vous permet de percevoir la misère et la détresse. Tous vos voisins ne l'auront pas. Mais Vallès, lui, oui. Vallès qui, à la fin de ses études, va hésiter entre une carrière de journaliste et d'activiste révolutionnaire et qui va se retrouver logé, comme la plupart des étudiants sans argent, dans les combles, dans ce qu'on appelait à l'époque les chambres de bonne. Et là, il va être marqué par une vieille institutrice. Voilà la sensibilité de Vallès. Une vieille institutrice qui est obligée de se prostituer pour survivre et qui va lui révéler l'immensité du désespoir des indigents, des pauvres et des laissés pour compte. Cette institutrice, on pourrait dire que personne ne la voit, personne ne l'entend. Elle vit à côté d'ailleurs d'un pigeonnier, mais l'oreille de Vallès, l'oreille de l'insurgé est là, l'oreille qui ne rate rien des détails de la misère. Écoutons Jules Vallès. Il fait lugubre dans ma chambre. Une chambre, dit-il, de 30 francs, qui a vue sur un boyau de cour où, au-dessus d'un tas de débris, est juché un pigeonnier dont les roucoulements me désespèrent. Je n'entends guère que cette musique irritante et les sanglots d'une femme, qui occupe près de moi un cabinet sombre, qu'elle n'arrive pas à payer, et qui se lamente, institutrice à cheveux gris dont on ne veut plus et qui cherche des leçons à 10 sous. La malheureuse. Je l'ai rencontrée l'autre soir, qui pour ce prix-là offrait à des garçons de salle du Val-de-Grâce ses caresses de vieille et entr'ouvrait sa robe pour laisser prendre ses seins. L'insurgé. Je dirais que c'est ce qui fonde pour Vallès le tragique de la politique. En effet, pour Jules Vallès, la politique résulte tout simplement de l'affrontement de deux sensibilités. La sensibilité de ceux qui entendent le bruit de la misère, comme Vallès, et puis la sensibilité de ceux qui ignorent ce bruit, comme la bourgeoisie du XIXe siècle. Et c'est d'ailleurs une définition de la bourgeoisie pour Jules Vallès. On peut dire que est bourgeois celui qui n'entend pas le bruit de la misère. Alors si Vallès m'a intéressé, je le répète en tant que lecteur, c'est que Vallès va montrer que la politique est éminemment tragique, que la politique est le lieu de conflits qui sont totalement insolubles et profonds. Et c'est la grande leçon de Vallès, c'est que je dirais que la politique, c'est l'antithèse de la mathématique. En politique, nous voyons des sensibilités qui s'affrontent. En mathématiques, nous constatons exactement l'inverse. En mathématiques, ce sont des raisons qui s'entendent. Mais dans la mesure où l'accord politique semble introuvable,
il est clair que pour Jules Vallès, le débat devient progressivement un combat. Et que la notion de dialogue politique cache la plupart du temps des tensions et des dissensions. Pour cette raison, Vallès va s'engager activement dans le journalisme militant, utilisant sa plume pour défendre les opprimés, dénoncer les injustices de tout ordre. Et le style incisif de Vallès, sa passion pour la justice, vont faire de lui véritablement une figure emblématique du mouvement révolutionnaire français. Alors, entre 1848 et 1871, Vallès va alterner les emplois administratifs, les emplois de pigiste et les séjours en prison. Je dois dire que c'est quelqu'un qui a une très très bonne connaissance des prisons de Paris, puisqu'il y séjourne grandement. Pour quelle raison ? Pour ses idées radicales, bien sûr, qui vont s'incarner dans le journal que lui-même va fonder, qui s'intitule « La Rue ». Le titre d'ailleurs de ce journal résume à lui seul la conception que Vallès se fait de la politique. Pour lui, la politique, ce n'est pas l'affaire des technocrates, ce n'est pas l'affaire des privilégiés de Sciences Po, ce n'est pas l'affaire des grandes écoles. La politique, pour Vallès, c'est la rue, ni plus ni moins. Et je me permets de rajouter que lorsque Jean-Pierre Raffarin a déclaré en 2023, dans une sorte de hoquet de classe ou de réflexe de classe, « La rue ne gouverne pas », j'ai bien sûr entendu, mais vous aussi, Vallès se retourner en riant dans sa tombe du Père-Lachaise. Alors le point culminant de l'engagement politique de Jules Vallès se situe toutefois pendant la Commune de Paris. Commune de Paris qui se déroule de mars à mai 1871, la grande insurrection ouvrière et populaire contre le gouvernement français en place, qui va voir la prise de contrôle littérale de Paris par des insurgés comme Vallès, qui instaurèrent ce gouvernement radical, axé sur des principes que l'on pourrait appeler des principes de démocratie directe et de justice sociale. Vallès est alors, on peut le dire, en première ligne, à la fois comme combattant et comme journaliste. Alors, il va fonder un journal qu'il appelle Le Cri du Peuple. Entre parenthèses, vous pouvez encore le consulter sur le site de la Bibliothèque de France, c'est passionnant. Et dans ce journal, il va exprimer sans détour ses convictions, son soutien actif à la Commune. Et je l'ai dit, Vallès est un membre actif de cette Commune qui va avoir de nombreuses responsabilités, notamment dans l'éducation, et il va vivre cet événement de la Commune comme une sorte de purification, comme une sorte de catharsis personnelle. Écoutons Vallès s'exclamer et exclamer proclamer, je dirais, son enthousiasme à la venue de cette révolution de la Commune. Allons, c'est la révolution. La voilà donc, la minute espérée et attendue depuis la première cruauté du père, depuis la première gifle du cuistre, depuis le premier jour passé sans pain, depuis la première nuit passée sans logis. Voilà la revanche du collège, de la misère et de décembre. Vallès va vivre tous les événements de la Commune. Il va vivre malheureusement la fin de la Commune, l'armée des Versaillais, ce contingent qui est mis sur pied par Adolphe Thiers, qui va s'introduire dans la ville de Paris, les rues de Paris elles-mêmes qui se transforment en champ de bataille, avec les célèbres barricades. Et voilà notre Vallès qui va se hisser, en quelque sorte, parmi les figures influentes, les plus influentes de ce gouvernement populaire. Mais, bien sûr, les jours sont sombres. La semaine sanglante arrive, avec ses incendies, ses massacres d'otages, et Vallès croit que sa dernière heure est venue. Il parvient, comme par miracle, à échapper à la mort et à s'enfuir. On le recherche. On va d'ailleurs fusiller 2 hommes qu'on prend pour lui, des faux Vallès. Lors de sa fuite, dans un ultime regard vers Paris, il contemple le ciel embrasé et écrit ceci : « Je regarde le ciel du côté où je sens Paris. Il est d'un bleu cru avec des nuées rouges. On dirait une grande blouse inondée de sang. » Après la défaite de la Commune, que Vallès appelait
dans son vocabulaire la Grande Fédération des douleurs, il est contraint de fuir en exil à Londres pour échapper à la répression violente qui va s'abattre sur les communards. Ce qui fait que vous pouvez, et je vous incite à lire cet insurgé, qui est bien plus qu'un roman historique, c'est un témoignage, un témoignage fort et vibrant de cette lutte pour la liberté et la justice. J'aimerais terminer cette émission avec une autre figure de la Commune, qui, comme Vallès, est une figure de poésie et de révolution, c'est Louise Michel. Louise Michel, l'institutrice qui, elle également, est radicale comme Vallès l'est, qui, elle également, voit dans la Révolution une forme de religion du siècle industriel, qui, comme Vallès, a chanté la Commune tout en étant forcée à l'exil. Vous savez que Vallès se réfugiera en Angleterre. Louise Michel, elle, sera envoyée en Nouvelle-Calédonie, comme de nombreux communards. Et comme Vallès, Louise Michel considère que le but de la politique, ce n'est pas d'accéder au pouvoir, mais de combattre toute forme de pouvoir. Ce qui fait que, même si nous pouvons nuancer, Vallès et Louise Michel appartiennent à un courant qui est finalement plus proche de l'anarchisme que du communisme. Donnons la parole à Louise Michel pour conclure cette émission sur ces insurgés. Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c'était bien la Commune composée d'hommes d'intelligence, de courage, d'une incroyable honnêteté et qui avait cru donner d'incontestables preuves de dévouement et d'énergie. Le pouvoir les annihila, ne leur laissant plus d'implacable volonté que pour le sacrifice. C'est que le pouvoir est maudit, et c'est pour cela que je suis anarchiste. Louise Michel.